Tu crois connaître la Seconde Guerre mondiale? Tu crois avoir tout vu sur les batailles de l'Est? Alors réponds à cette question. Sais-tu combien de types de blindés différents l'armée rouge a engagés dans ce conflit titanesque? Pas 2. Pas 10. Des dizaines. Des machines venues de l'ombre, testées sous les obus, forgées dans le chaos. Certaines ont changé le cours de l'histoire. D'autres ont été oubliées avant même la fin de la guerre. Aujourd'hui, on plonge au cœur de l'arsenal blindé soviétique au complet, des premiers chars légers rouillés jusqu'aux monstres d'acier qui ont défoncé les portes de Berlin. Reste jusqu'au bout, parce que certaines de ces machines vont te laisser sans voix. Les chars légers, l'épine dorsale oubliée. On commence par le début. Les chars légers. Des véhicules que beaucoup d'historiens passent rapidement, mais qui ont porté sur leurs épaules de métal les premières heures terribles de la guerre. Sans eux, l'armée rouge n'aurait peut-être pas survécu à 1941. T-26, le vieux soldat qu'on a sacrifié. Le T-26 était partout en juin 1941. Il formait littéralement la colonne vertébrale des forces blindées soviétiques à l'ouverture du conflit. Conçu à partir du char britannique Vickers 6 tonnes, il était déjà techniquement dépassé le jour où la guerre a commencé. Son blindage mince comme du carton et sa vitesse ridicule en faisaient une cible facile pour les unités allemandes équipées d'armes anti-chars modernes. Et pourtant, et c'est là que ça devient fascinant, le T-26 a combattu. Dès le premier jour. Dans la défense désespérée de Leningrad. Dans les gorges du Caucase. Dans des batailles où personne ne s'attendait à le voir encore en vie. Les pertes furent catastrophiques. Des milliers détruits en quelques semaines. Mais leur nombre colossal signifiait qu'ils façonnèrent malgré tous les premiers mois du conflit. C'est ça, le T-26, un vieux soldat qu'on a envoyé se battre avec les armes d'une autre époque. BT-2, BT-5 et BT-7, les diables de la vitesse. Si le T-26 était le vétéran usé, les chars BT étaient les rebelles flamboyants. Parmi les véhicules les plus originaux des années 1930, ces chars rapides utilisaient une suspension Christie révolutionnaire qui leur permettait de rouler aussi bien sur chenilles que sur roues, atteignant des vitesses folles allant jusqu'à 70 km/h. 70 km/h, sur un char, en 1941. C'était de la science-fiction sur chenilles. Leur blindage léger était un vrai problème face aux canons allemands. Mais leur mobilité exceptionnelle les rendait parfaits pour les raids en profondeur, les percées éclairs, les opérations où la vitesse comptait plus que la protection. Les BT furent massivement engagés entre 1941 et 1942 avant d'être progressivement retirés au profit du T-34. Une transition douloureuse, mais nécessaire. T-40, le fantôme amphibie. Peu de gens connaissent le T-40. C'est dommage. Parce que ce petit char amphibie de reconnaissance avait quelque chose d'unique. Armé d'une mitrailleuse lourde DSHK de 12,7 mm, il n'était pas conçu pour les combats frontaux mais pour nager là où les autres chars coulaient, traverser les rivières, repérer l'ennemi et disparaître. Malheureusement, les priorités de guerre ont eu raison de lui. Sa production a été stoppée net pour concentrer les ressources sur le T-60, jugé plus apte au combat. Le T-40 est resté dans l'ombre. Un fantôme amphibie que la guerre a englouti trop vite. T-60, le char fabriqué par des usines de tracteurs. En 1941, la crise est totale. L'armée rouge perd des chars par milliers. Il faut produire, produire, encore produire. C'est dans ce contexte de désespoir industriel qu'est né le T-60. Un char léger à 2 hommes conçu dans l'urgence absolue. Simple. Peu coûteux. Fabriqué dans des usines qui produisaient normalement des tracteurs et des automobiles. Son moteur manquait de puissance, son armement était modeste, mais il a comblé un vide critique à un moment où chaque blindé comptait. Le T-60, c'est la preuve qu'en temps de guerre, l'imparfait qui existe vaut mieux que le parfait qui n'existe pas encore. T-70, l'évolution qui a survécu.
Le T-70 est venu corriger les faiblesses du T-60. Blindage renforcé, canon de 45 mm plus puissant, meilleure performance générale. Ce n'était toujours pas un chasseur de chars face aux blindés lourds allemands de fin de guerre et personne ne le prétendait. Mais pour la reconnaissance, l'appui infanterie et les combats urbains, le T-70 était précieux, efficace et étonnamment polyvalent. Et son héritage ne s'arrête pas là. Son châssis a directement servi de base pour le célèbre Su-76. Une seconde vie après la guerre, c'est tout sauf anodin. Les chars moyens, le cœur de l'armée rouge. On arrive maintenant au cœur du sujet. Les chars moyens. La catégorie qui a véritablement défini la guerre blindée soviétique. Et si tu n'as encore jamais entendu parler de certains de ces engins, accroche-toi. T-28, le monstre a plusieurs tourelles. Le T-28. Un char moyen multitourelle des années 1930 qui n'aurait pas dû être là en 1941. Dépassé, lourd, difficile à entretenir. Et pourtant, il s'est battu dans la défense de Leningrad avec une fierté étrange. Certaines unités ont accompli des exploits remarquables. Un T-28, seul, a percé les lignes allemandes, détruit plusieurs positions ennemies avant d'être finalement mis hors combat. Une machine obsolète qui a trouvé le courage de se battre jusqu'au bout. Difficile de ne pas ressentir quelque chose devant ça. T-34-76, le char qui a changé la guerre. Et voilà. Le moment que tout le monde attendait. Le T-34. Probablement le char le plus important de toute la Seconde Guerre mondiale et ce n'est pas une exagération. Quand les Allemands l'ont rencontré pour la première fois en 1941, ce fut un choc. Un traumatisme. Un blindage incliné qui faisait ricocher les obus, un canon de 76 mm puissant, un moteur diesel qui ne s'enflammait pas au moindre impact, une mobilité remarquable sur tous les terrains. Les commandants allemands ont immédiatement demandé à leurs ingénieurs de concevoir quelque chose pour le contrer. Sa construction simple a permis une production de masse même dans des conditions chaotiques d'évacuation d'usines, faisant du T-34 le char moyen le plus produit de la guerre. Une machine qui a littéralement sauvé l'Union soviétique. T-34, 85, la version qui a gagné la guerre. Si le T-34-76 a sauvé l'URSS, le T-34-85 a gagné la guerre. Cette mise à niveau majeure introduisit une nouvelle tourelle pour 3 hommes et un canon de 85 mm capable d'engager et de détruire les Panthers et les Tigers allemands. À partir de 1944, il devint le char moyen principal de l'armée rouge, ouvrant la voie à travers l'Europe de l'Est et fonçant droit sur Berlin. Chaque grande offensive soviétique de la fin de guerre portait l'empreinte de cette machine. Abonne-toi à la chaîne si tu veux qu'on lui consacre une vidéo entière, ce char mérite bien ça. OT-34, le char lance-flamme. Moins connu mais tout aussi redoutable, est l'OT-34. Cette variante spécialisée du T-34 remplaçait la mitrailleuse de caisse par un lance-flamme. Une modification qui semble simple sur le papier, mais qui s'avérait terrifiante en pratique, surtout lors des combats urbains et du nettoyage de bunkers. On l'a vu à l'œuvre lors des batailles de Kursk, de Königsberg et de Berlin. Un outil de guerre brutal, efficace et psychologiquement dévastateur pour l'ennemi. Les chars lourds, les mastodontes d'acier. La catégorie qui fait peur. Les chars lourds soviétiques. Des machines conçues pour encaisser l'impensable et continuer d'avancer. Tu es prêt ? Parce que certains de ces colosses défient l'imagination. KV-1 l'invulnérable de 1941. En 1941, le KV-1 était une révélation. Presque invulnérable au canon anti-char allemand standard de l'époque, son blindage épais lui permettait de tenir tête à des unités entières. Des récits de l'époque décrivent des KV-1 touchés par des dizaines d'obus sans être mis hors combat. Les Allemands étaient démoralisés. Mais ce mastodonte avait ses défauts. Panne mécanique fréquente, vitesse réduite,
entretien colossal. Une machine formidable sur le papier, cauchemardesque à maintenir sur le terrain. KV2, la tour de destruction. Si le KV1 impressionnait, le KV2 terrifiait. Sur le châssis du KV1, les ingénieurs soviétiques ont monté un obusier massif de 152 mm dans une tourelle haute comme une maison. Sa mission, détruire les fortifications. Sa réalité, une silhouette démesurée visible à des kilomètres, une tourelle qui refusait souvent de pivoter sur terrain incliné, et une tendance alarmante à tomber en panne. Mais quand il fonctionnait, quand tout s'alignait, il pouvait anéantir n'importe quelle cible d'un seul coup. Une bête de guerre aussi fascinante que dysfonctionnelle. KV1S, la version allégée. L'expérience du front avait parlé. Le KV1 était trop lourd, trop lent, trop capricieux. La réponse, le KV1S, version allégée avec un blindage réduit pour gagner en fiabilité et en maniabilité. Une adaptation pragmatique née directement des leçons du champ de bataille. Pas aussi impressionnant que son grand frère, mais bien plus exploitable en conditions réelles. KV-85, le char de transition. Le KV-85, c'est le maillon entre deux ères. Armé d'un canon de 85 mm, il servit de pont entre la série KV vieillissante et la nouvelle génération IS qui allait tout changer. Produit en nombre limité, il n'a pas marqué les grands livres d'histoire, mais sans lui, la transition vers les IS n'aurait pas été aussi fluide. IS-1 et IS-2, les chars de Staline. Et voilà les rois. Les chars Iosif Staline. Le summum de la blindologie soviétique en temps de guerre. LIS-2 avec son canon des 25T de 122 mm pouvait détruire un Tiger ou un Panther d'un seul coup, à des distances où le char ennemi ne pouvait pas encore riposter efficacement. Ces machines ont défoncé les défenses allemandes, pris d'assaut des villes fortifiées, et sont devenues les symboles vivants de la victoire soviétique. Quand un IS-2 apparaissait à l'horizon, même les équipages de Tigers ressentaient un frisson de peur. IS-3, le fantôme de la prochaine guerre. LIS-3 est arrivé presque trop tard. La guerre touchait à sa fin quand ce char révolutionnaire est entré en production. Son design en museau de pike, un blindage frontal en forme de V inversé, était si en avance sur son temps qu'il influença la conception des chars blindés pendant des décennies après la guerre. Techniquement, il appartient à la lignée de développement de guerre, même s'il n'a quasiment pas combattu. Un fantôme de l'avenir apparut dans les dernières heures du conflit. Les chasseurs de chars et canons d'assaut, la mort silencieuse. Moins célèbres que les chars, mais souvent plus redoutables sur le terrain. Les chasseurs de chars et canons automoteurs soviétiques ont joué un rôle décisif dans l'issue du conflit. On les a souvent oubliés dans les films, mais pas sur les champs de bataille. Su-76, le compagnon de l'infanterie. Construit sur le châssis du T-70, le Su-76 était simple, léger, et d'une mobilité remarquable. Son toit ouvert exposait l'équipage aux intempéries et aux éclats d'obus. Les soldats l'appelaient parfois avec humour le cercueil ouvert, mais cette ouverture offrait aussi une excellente visibilité. Son domaine de prédilection, le soutien direct à l'infanterie. Et avec plus de 14 000 exemplaires produits, il fut l'un des véhicules blindés soviétiques les plus fabriqués de toute la guerre. Su-122, le briseur de bunkers. Basé sur le châssis du T-34, le Su-122 emportait un obusier de 122 mm conçu pour détruire les bunkers et les points fortifiés. Lors des offensives urbaines où chaque bâtiment pouvait cacher une position ennemie, ce canon automoteur était un outil indispensable. Il démolissait les murs, réduisait les fortifications en poussière, et ouvrait la voie à l'infanterie qui suivait. Su-85, la réponse au Panther. Quand le Panther allemand est apparu sur les champs de bataille soviétiques, l'armée rouge avait besoin d'une réponse rapide. Ce fut le Su-85, un chasseur de chars équipé d'un canon anti-char de 85 mm, avec une silhouette basse difficile à repérer et une mobilité suffisante pour choisir ses positions. Pas le plus puissant de sa catégorie, mais précis,
fiable et efficace dans son rôle. Su-100, le sniper longue portée. L'un des meilleurs chasseurs de chars soviétiques de toute la guerre. Son canon de 100 mm pouvait percer le blindage de la plupart des chars allemands à longue distance, avant même que l'ennemi ne soit en mesure de riposte efficacement. Sa réputation était telle qu'il resta en service bien après la fin de la guerre. Un prédateur discret, précis et redoutablement efficace. Su-152, le tueur de bêtes. Son surnom dit tout, le tueur de bêtes. Le Su-152 utilisait un obusier colossal de 152 mm dont la simple force de percussion pouvait arracher la tourelle d'un Tiger ou d'un Panther sans même pénétrer directement le blindage. L'impact seul suffisait. Les équipages allemands apprenaient très vite à respecter et à craindre ce monstre de métal. ISU-122, le tireur de précision lourd. L'ISU-122 combinait le robuste châssis IS avec un long canon de 122 mm optimisé pour les engagements à longue portée. Une machine conçue pour détruire les blindés ennemis avant qu'ils ne soient à portée, avec une précision qui en faisait un cauchemar pour les unités blindées allemandes tentant de tenir des positions défensives. ISU-152, le dévastateur de villes. Encore une évolution du châssis IS, l'ISU-152 était dévastateur aussi bien contre les blindés que contre les fortifications urbaines. Lors des batailles féroces pour Budapest et Berlin, ces machines jouèrent un rôle clé dans la réduction des défenses allemandes, immeuble par immeuble, bunker par bunker. Une force de destruction qui faisait trembler le béton. Véhicules expérimentaux et rares, les secrets de l'armée rouge. La guerre n'est pas seulement une histoire de modèles de série. Dans les ateliers secrets, dans les usines improvisées, des ingénieurs soviétiques ont conçu des machines extraordinaires que l'histoire a presque complètement oubliées. Prépare-toi à quelques révélations. Su-100Y, le protecteur de Moscou. Un seul exemplaire. Un seul. Le Su-100Y était un prototype gigantesque construit dans l'urgence pour défendre Moscou durant l'hiver 1941. Il montait un canon naval de 130 mm sur un châssis blindé énorme, une puissance de feu démentielle pour l'époque. Et malgré son statut de prototype unique, il fut engagé dans la défense de la capitale soviétique. Une machine de légende dont il ne reste qu'un exemplaire dans les musées. T-34-100, le projet qui aurait pu changer les choses. Un prototype de T-34 équipé d'un canon de 100 mm. Les essais étaient prometteurs, une puissance de feu impressionnante sur un châssis déjà prouvé. Mais l'adoption fut abandonnée. L'arrivée imminente du T-44 et la montée en puissance des IS-2 rendaient ce projet redondant. Une machine qui aurait pu exister, mais que les circonstances ont condamné à l'oubli. KV-13, l'ancêtre hybride. Le KV-13 était une tentative ambitieuse de créer un char hybride mi-moyen, mi-lourd pour remplacer à la fois les KV et les T-34. Le concept fut finalement abandonné, mais ce projet influença directement la conception de la série IS. Parfois, les échecs d'ingénierie ouvrent des portes que les succès n'auraient jamais envisagées. T-44, le char du futur arrivé trop tôt. Développé en fin de guerre, le T-44 introduisait une suspension à barre de torsion, un profil abaissé et une conception de tourelle améliorée. Il n'a quasiment pas combattu, la guerre se terminait avant qu'il puisse être déployé massivement. Mais son héritage est immense, il devint directement la base de la famille T-54-55 d'après-guerre, l'un des chars les plus produits de l'histoire. Un avant-goût du futur arrivé quelques mois trop tard. Semka, le géant abandonné. Des prototypes lourds multitourelles testés durant la guerre d'hiver contre la Finlande. Leur mobilité catastrophique et leur poids excessif convainquirent rapidement les décideurs soviétiques d'abandonner ce concept au profit du plus simple et plus fiable KV-1. Parfois, la leçon la plus importante qu'une guerre peut enseigner, c'est ce qu'il ne faut pas construire. Le pré-bail, les Alliés sur le front de l'Est. Et maintenant, un chapitre que beaucoup ignorent ou minimisent.
les véhicules fournis par les alliés occidentaux dans le cadre du programme Pré-Baille. Des milliers de machines étrangères ont combattu sous le drapeau rouge. Leur impact fut bien plus important qu'on ne le reconnaît généralement. M3 Stuart, le scout fiable. Rapide et mécaniquement fiable, deux qualités que les équipages soviétiques appréciaient énormément après les cauchemars mécaniques des premières années de guerre. Le Stuart était principalement utilisé pour la reconnaissance, et les équipages le respectaient pour sa robustesse et sa simplicité d'entretien. Studebaker USC, le camion qui a nourri l'armée rouge. Si tu devais choisir un seul véhicule Pré-Baille qui a vraiment changé le cours de la guerre à l'Est, ce serait probablement le Studebaker US-6. Fiable, puissant, facile à entretenir, avec d'excellentes performances tout-terrain et une résistance remarquable aux hivers russes glaciaux. Il devint la plateforme principale pour les légendaires lance-roquettes Katyusha, et servit de camion de transport universel sur tout le front de l'Est. Les équipages soviétiques louaient sa durabilité. Sans les Studebaker, la logistique soviétique aurait été au bord du gouffre. M3 Lee, l'aide d'urgence. Grand, maladroit, avec une conception déjà dépassée à sa sortie. Mais en 1942, quand les pertes soviétiques en chars atteignaient des niveaux catastrophiques, le M3 Lee n'était pas maladroit, il était providentiel. Sa puissance de feu supplémentaire comblait un vide critique à un moment où chaque canon sur le champ de bataille comptait. Un mauvais char au bon moment peut changer une bataille. M4A2 Sherman, le char américain apprécié. Les soviétiques reçurent des milliers de Sherman propulsés par moteur diesel. Et contrairement à ce que certains pensent, les équipages les appréciaient sincèrement. Bonne fiabilité, excellente radio, optique de qualité, intérieur confortable comparé aux standards soviétiques. Les variantes armées du canon de 76 mm étaient particulièrement respectées. Pas le meilleur char de la guerre, mais loin d'être le mauvais élève qu'on décrit parfois. Valentine, le Britannique discret. Un char d'infanterie britannique avec un blindage solide et une fiabilité exemplaire. Son canon était faible, les équipages soviétiques ne s'en cachaient pas, mais sa robustesse mécanique le rendait précieux. Dans un conflit où les pannes pouvaient coûter des vies, un char qui ne tombait pas en panne était un trésor. Matilda II, l'invulnérable du début de guerre. En début de conflit, la Matilda était presque imprenable pour les armes anti-chars légères. Son blindage exceptionnel la rendait très appréciée sur les fronts nord et arctiques. Mais elle était lente, terriblement lente, et elle devint progressivement obsolète face à l'évolution de l'armement allemand. Elle a joué son rôle avec dignité avant de tirer sa révérence. Churchill, le grimpeur des terrains impossibles. Les Churchill Mark III et IV, chars lourds britanniques avec un blindage épais et une capacité de franchissement de terrain remarquable. Ils furent principalement déployés dans les terrains nordiques difficiles, là où leur faible vitesse était moins pénalisante et où leur robustesse faisait la différence. Les véhicules de reconnaissance et blindés légers, les yeux de l'armée. Avant chaque offensive, avant chaque mouvement de grande envergure, il y avait des machines plus petites, plus discrètes, qui allaient voir en premier. Les yeux et les oreilles de l'armée rouge. Badi, l'automitrailleuse à canon. Une automitrailleuse d'avant-guerre avec un canon de 45 mm, une puissance de feu considérable pour sa catégorie. Ses performances hors route étaient limitées, ce qui en faisait un véhicule de route plutôt que de campagne ouverte. Mais sur les axes principaux, son canon lui donnait une présence réelle. Bavin, le fantôme léger de 1941. Automitrailleuse légère de reconnaissance utilisée principalement en 1941 et 1942. Légère, rapide, mais rapidement dépassée par les designs plus modernes. Elle fut remplacée dès que les capacités de production le permirent. BA-64 IL mobile de l'armée rouge. Simple, mobile, facile à produire. Le BA-64 fut largement utilisé pour la reconnaissance, les communications radio et les missions d'escorte.
Sa petite taille lui permettait de se faufiler là où des véhicules plus grands ne pouvaient pas aller. Un outil modeste, mais indispensable. Gaz-67, le Jeep soviétique. Un 4x4 polyvalent comparable au célèbre Jeep américain. Utilisé pour la reconnaissance, le remorquage d'armements légers, le transport d'officiers et d'équipes de mitrailleuses. Robuste, agile, omniprésent. L'armée rouge ne pouvait pas fonctionner sans ces GAZ-67. Transport et véhicules spécialisés, l'invisible qui décide tout. On parle peu d'eux. On ne leur consacre pas de films. Pas de documentaires épiques. Mais sans eux, aucune offensive blindée n'aurait été possible. Les véhicules de transport et de soutien étaient l'artère vitale de l'armée rouge. Camions gaz, les chevaux de labour de la logistique. Les camions GAZ étaient les bêtes de somme de la logistique soviétique. Munitions, carburant, troupes, ravitaillement, tout passait par ces camions à travers les immensités du front de l'Est. Des milliers de kilomètres de boue, de neige, de routes défoncées. Sans eux, les offensives blindées soviétiques se seraient arrêtées net, faute de carburant et de ravitaillement. Katyusha, la terreur sur roue. Montées sur camion, sur char ou sur tracteur, les lance-roquettes Katyusha étaient bien plus qu'une arme, c'était un symbole psychologique. Une salve de Katyusha pouvait couvrir des hectares en quelques secondes, semant la mort et la destruction avec un rugissement caractéristique qui terrorisait les soldats allemands. Beaucoup ne pouvaient plus dormir après avoir entendu ce son pour la première fois. Tracteurs d'artillerie, les bœufs de métal. Cruciaux pour tracter les canons lourds à travers la boue printanière, la neige hivernale et le sol gelé des steppes. Certains étaient blindés pour opérer en première ligne. Sans ces tracteurs, l'artillerie soviétique, déjà une force colossale, n'aurait pas pu se déplacer assez vite pour suivre les offensives. Véhicules du génie blindé, les bâtisseurs de la victoire. Rarement mentionnés, pourtant essentiels. Ces machines spécialisées jouaient un rôle crucial dans le percement des défenses ennemies et le franchissement des obstacles naturels lors des grandes offensives. Chaque grande percée de l'armée rouge avait derrière elle des ingénieurs de combat et leurs véhicules blindés, travaillant sous le feu pour ouvrir la voie. Véhicules antiaériens, la défense du ciel. L'aviation allemande était une menace constante. Pour y répondre, l'armée rouge développa des solutions mobiles capables de suivre les colonnes blindées et de les protéger des attaques aériennes. ZSU-37, le gardien mobile du ciel. Basé sur le châssis du T-70, le ZSU-37 était armé d'un canon automatique de 37 mm capable de tenir à distance les aéronefs volants à basse altitude. Produit en petit nombre, il vit un service limité en fin de guerre, mais il représentait une approche novatrice de la défense antiaérienne mobile qui allait influencer les développements futurs. Camion anti-aérien, la défense improvisée. Simple, économique et étonnamment efficace. Des camions équipés de mitrailleuses lourdes DSHK ou Maxim fournissaient une couverture anti-aérienne pour les colonnes, les dépôts de ravitaillement et les positions d'artillerie contre les avions volants à basse altitude. Une solution pragmatique typiquement soviétique, utiliser ce qu'on a, où on en a besoin, aussi vite que possible. Véhicules allemands capturés, retourner les armes de l'ennemi. L'un des aspects les moins connus de la guerre à l'Est, l'armée rouge n'hésitait pas à retourner les armes de l'ennemi contre lui. Des ateliers de réparation de première ligne récupéraient les épaves allemandes et les remettaient en service sous drapeau soviétique. Panzeri, le trophée le plus commun. Le char allemand le plus souvent réutilisé par les soviétiques. Des dizaines furent réparés dans les ateliers de campagne entre 1942 et 1943 et redistribués aux équipages soviétiques lors des moments de crise. Sa mécanique relativement simple en faisait le char allemand le plus facile à opérer et à maintenir pour des équipages qui n'avaient jamais reçu de formation sur ce modèle. Stuggy, l'arme de l'ennemi retournée. Les canons d'assaut capturés étaient précieux pour leur faible silhouette et leur efficace canon de 75 mm.
L'armée rouge utilisa plusieurs STUG-3 en première ligne, surtout après les grandes offensives qui laissaient derrière elles de nombreux véhicules ennemis abandonnés ou légèrement endommagés. Récupérer l'arme de ton adversaire et la retourner contre lui, il y a quelque chose de terriblement pragmatique et de profondément guerrier dans cette logique. Panther, le trophée impossible à garder. Quelques Panthers furent capturés en état de marche et brièvement utilisés au combat par les soviétiques. Mais leur transmission complexe, leurs exigences d'entretien pointues et l'absence totale de pièces de rechange les rendaient ingérables sur le long terme. Un trophée spectaculaire, mais pratiquement inutilisable. La preuve qu'une machine brillante peut devenir un fardeau dès qu'elle quitte son environnement logistique d'origine. Tiger I, le géant étudié. Plusieurs Tigers furent capturés intacts et soigneusement étudiés par les ingénieurs soviétiques. Ces analyses permirent de mieux comprendre les faiblesses du char le plus redouté de la Wehrmacht et contribuèrent à orienter le développement des armes et des tactiques capables de le neutraliser. Parfois, capturer un seul ennemi vous apprend plus que de gagner 10 batailles. Tiger I, le géant étudié. Plusieurs Tigers furent capturés intacts et soigneusement étudiés par les ingénieurs soviétiques. Ces analyses permirent de mieux comprendre les faiblesses du char le plus redouté de la Wehrmacht et contribuèrent à orienter le développement des armes et des tactiques capables de le neutraliser. Parfois, capturer un seul ennemi vous apprend plus que de gagner 10 batailles. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces véhicules tu trouves le plus dangereux et si tu veux une vidéo complète dédiée à l'un d'entre eux, laisse son nom en commentaire. Like la vidéo si tu l'as regardée jusqu'au bout. Et abonne-toi pour ne jamais rater nos prochaines plongées dans l'histoire militaire.